À l'anniversaire de ma mère, mon fils et moi avons été placés dans la tente de débordement à l'extérieur. Quand j'ai demandé pourquoi, mon père a dit « Eh bien, tu es un peu une carte imprévisible. » Je suis simplement entré, j'ai pris mon enveloppe avec le chèque de 6 000 € sur la table, et j'ai dit « Tu as raison, et je suis assez imprévisible pour reprendre ça. » Puis ma mère est sortie en courant et a crié. Ça m'a frappé plus fort que je ne m'y attendais. Mon fils me regardait, confus, les yeux allant de la triste petite tente à la maison où tout le monde se rassemblait. Il ne savait même pas comment réagir. Il restait juste là, tenant la carte qu'il avait faite pour grand-mère avec les paillettes encore en train de sécher. Je lui ai souri et j'ai dit que c'était comme un club secret juste pour nous deux. J'ai fait en sorte que ça paraisse amusant. J'ai même fait un petit tour sur moi-même et j'ai dit qu'on avait la table VIP. C'était de l'improvisation totale. J'y allais à l'instinct, essayant de garder les choses légères parce que c'est ce qu'on fait quand on est parent et qu'on réalise soudainement que sa famille n'a aucune idée de ce à quoi ressemble le respect. Nous avions conduit 2 heures. Je l'avais mis sur son 31. J'avais apporté à ma mère un chèque de 6 000 € dans une belle enveloppe avec une note de remerciement glissée à l'intérieur. J'avais même ajouté un bracelet de mon fils qui disait la grand-mère en petites lettres tordues. C'était déjà tout ça, et ils nous ont collés dehors à côté du tas de compost dans une tente en plastique avec 2 chaises et pas de nourriture. J'ai repéré mon père en train de se verser du vin sur le patio arrière. Je me suis approché de lui et j'ai demandé pourquoi nous étions là-bas. Il n'a pas eu l'air surpris, juste légèrement dérangé. Il a dit, « Eh bien, tu es un peu une carte imprévisible. » Une carte imprévisible ? Je suis resté là une seconde. Puis j'ai plongé la main dans mon sac et j'ai sorti l'enveloppe. Je l'ai tenue entre nous. « Tu as raison, » ai-je dit. Et je suis assez imprévisible pour reprendre ça. Il a cligné des yeux, le regard se rétrécissant sur l'enveloppe. Je me suis tourné et j'ai marché droit à travers la maison, passant devant le gâteau, les fleurs et la famille qui ne s'étendaient apparemment qu'à mon frère et sa femme. J'ai attrapé mon enveloppe sur la table des cadeaux sans hésitation. Je venais d'atteindre la porte d'entrée quand j'ai entendu la voix de ma mère derrière moi, forte, paniquée. « Queen, qu'est-ce que tu fais ?» Je ne me suis pas retourné. Mon fils était déjà à mes côtés. J'ai ouvert la porte et je suis sorti. Il a suivi, a crié après moi que j'étais ridicule, que j'étais la bienvenue à l'intérieur, que j'étais sa préférée. Sa préférée. Le désespoir dans sa voix m'a presque fait faire une pause. Presque. J'ai continué à marcher. Elle se tenait pieds nus dans l'allée, verre de vin toujours à la main, criant après nous alors que le reste des invités regardait à travers les fenêtres dans un silence stupéfait. Et c'est comme ça que la journée a commencé. Ça n'a fait que devenir plus compliqué à partir de là. Le trajet de retour ressemblait à un tunnel calme, rigide. Mon fils restait assis là, tenant le bracelet qu'il avait fait, sans dire un mot, comme s'il ne voulait pas demander si nous avions fait quelque chose de mal. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas crié. J'ai juste serré le volant comme si c'était la seule chose qui m'empêchait de m'effondrer là, sur l'autoroute. J'ai essayé de faire en sorte que ça aille. Je lui ai dit qu'on prendrait des burgers et des milkshakes. On a même joué à un jeu de devinette au drive. Mais la vérité pesait lourd dans la voiture, et je pouvais sentir qu'il le captait, même s'il ne savait pas comment le nommer. Au moment où je l'ai bordé ce soir-là, j'avais 3 appels manqués de ma mère, 2 de mon père et quelques SMS de mon frère demandant ce qui s'était passé et pourquoi maman pleurait dans la salle de bain. J'ai ignoré tout le monde. J'ai fait du thé, je me suis assise sur le canapé et j'ai sorti l'enveloppe de mon sac. La même enveloppe qui était censée trôner fièrement sur cette table de cadeaux. Je l'ai ouverte à nouveau et j'ai fixé le chèque. 6 000 €. J'avais économisé pendant des mois, sauté des voyages, sauté de nouveaux vêtements, payé des factures en retard, tout ça parce que je voulais qu'elle sache que j'appréciais qu'elle ait gardé mon fils l'automne dernier quand je me noyais sous le travail et que je ne pouvais pas me permettre la garderie. C'était ma façon de dire merci, et ils m'ont collé dans une tente. Le lendemain matin, le SMS est venu à nouveau de ma mère. « S'il te plaît, ne me punis pas comme ça. Ton père a planifié le plan de table. Je ne savais pas où tu voudrais t'asseoir. Je ne savais même pas que tu apportais un cadeau. Tante Sharon a demandé pour le chèque. Je lui ai dit que tu me l'avais donné. Je ne voulais pas être embarrassé. Puis s'il te plaît l'avoir maintenant pour que ça n'empire pas ?» C'est là que je l'ai senti. Le basculement. Elle n'était pas désolée.
Elle n'était pas bouleversée de m'avoir blessé ou embarrassé devant mon enfant. Elle était bouleversée de ne pas avoir eu le chèque. J'ai répondu, tu as menti à ta sœur, pas mon problème. Puis j'ai bloqué son numéro. Cet après-midi-là, j'ai entendu frapper à ma porte. J'ai regardé par la fenêtre et j'ai vu mon père debout là, bras croisés, comme si c'était juste une autre leçon qu'il allait donner. Je suis sorti et j'ai fermé la porte derrière moi, sachant déjà comment ça allait se passer. Il a dit, tu vas vraiment jeter ta relation avec ta mère pour quelques chaises. Je n'ai rien dit. Il s'est approché comme si ça allait m'ébranler. A dit qu'elle était en larmes. A dit que je l'embarrassais. A dit que c'était typique de moi. Toujours à réagir de manière excessive. Toujours besoin de tout ramener à moi. Alors je n'ai rien dit. Puis il a dit, donne-lui juste le chèque pour qu'on puisse tous passer à autre chose. Je me suis tourné, j'ai ouvert la porte et il m'a suivi à l'intérieur. C'est à ce moment-là que tout a changé. Mon fils était assis par terre avec ses Legos. Il a levé les yeux quand il a vu grand-père, ne sachant pas s'il devait sourire ou se cacher. Mon père a continué, haussant le ton, délirant sur le respect et la famille et à quel point ils étaient fatigués de mes crises. Mon fils s'est pressé contre moi, confus et un peu effrayé. Je lui ai dit d'aller dans sa chambre et de m'attendre. Il n'a pas discuté. Il est juste parti calmement. Puis j'ai fermé la porte entre nous et j'ai fait face à mon père. Et j'ai tout dit sur la façon dont ils m'ont toujours traité comme si j'étais temporaire, comme si je n'étais bonne que pour rire ou raconter une histoire, mais jamais assez bien pour être prise au sérieux. Comment mon frère ne pouvait rien faire de mal et j'étais la chute de la blague. Comment ils n'ont jamais même essayé de comprendre ce que signifiait vraiment être une mère célibataire. Comment ce n'était pas quelques chaises. C'était une vie entière à être mise sur la touche. Il n'a pas interrompu. Pour une fois, il n'a pas essayé d'argumenter. J'ai fini par lui dire de partir. Il n'a pas hésité. Et pour la première fois depuis longtemps, j'ai senti quelque chose proche du pouvoir s'installer dans ma poitrine. Mais ça ne s'est pas arrêté là. Loin de là. Ça a recommencé le lendemain matin. Un SMS de ma mère, cette fois d'un numéro différent que je ne reconnaissais pas. Je veux juste parler. Tu n'avais pas à mettre ton père dehors comme ça. Il essayait seulement d'arranger les choses. S'il te plaît, ne garde pas l'argent pour quelque chose d'aussi bête. Ce n'est pas qui tu es. Et puis le vrai message. On a besoin de la voiture vendredi pour aller au rendez-vous médical de papa. Peux-tu la déposer jeudi? La berline d'occasion à 11 000 € que je leur avais achetée l'été dernier après que leur vieille voiture ait finalement lâché. Je l'avais payée comptant, l'assurance aussi, pour les 6 premiers mois, et je leur avais dit qu'elle était à eux. Sans condition. À l'époque, je pensais que peut-être ce cadeau changerait quelque chose, que peut-être ils me verraient différemment. Mais maintenant, je le voyais clairement. Les demandes constantes d'aide. Je n'étais pas une fille pour eux. J'étais une ressource. Alors, j'ai répondu, la voiture n'est pas à vous. Elle est immatriculée à mon nom. Je passerai jeudi pour la reprendre. Ça a déclenché une tempête. Des messages vocaux, des dizaines. Mon père hurlant, ma mère sanglotant, mon frère s'en mêlant, disant que j'étais cruel. Même un cousin a envoyé un texto pour dire que je réagissais trop fort et que je devrais penser à quel point nos parents avaient travaillé dur. Je n'ai répondu à personne. Le jeudi, j'ai conduit là-bas avec mes clés de rechange, mon fils sur la banquette arrière à nouveau, casque sur les oreilles cette fois. Quand nous nous sommes garés devant leur maison, ma mère était déjà dehors. Ses bras étaient croisés comme si elle essayait d'avoir l'air composé, mais ses yeux étaient bouffis. Elle s'est approchée vite alors que je sortais. S'il te plaît, ne fais pas ça. On a besoin de la voiture. C'est méchant, Queen. Tu vaux mieux que ça. Je lui ai dit que non. Elle a essayé de bloquer la porte du conducteur, se tenant devant comme si ça allait m'arrêter. Je n'ai pas discuté. Je n'ai pas poussé. Je suis juste resté là à attendre jusqu'à ce qu'elle finisse par bouger. Alors que je reculais la voiture hors de l'allée, elle a crié. Elle a hurlé assez fort pour que les voisins entendent probablement chaque mot. Tu es ingrate. On a tout fait pour toi. Tu nous punis pour rien. Devant ton fils, c'est qui tu veux être? Je n'ai pas bronché. Je ne l'ai même pas regardé. Quand nous sommes rentrés à la maison, j'ai dit à mon fils d'aller jouer dans sa chambre.
Puis je me suis assise et j'ai fait une liste. Chaque chose pour laquelle je les avais aidés au cours des 5 dernières années. L'argent, les faveurs, le babysitting, le prêt que j'avais pardonné à mon frère quand il avait oublié de me rembourser. J'ai additionné. J'ai fixé le nombre, et j'ai pris une décision. Plus jamais. À partir de ce jour, je les ai complètement coupés. Pas d'argent, pas de voiture, pas de travail émotionnel, pas de faux semblants comme si tout allait bien. Mais ils n'avaient pas encore fini. Ils ont commencé à appeler la famille, tordant l'histoire, disant que j'étais parti de la fête en trombe, que j'avais hurlé sur mon père, que j'avais volé la voiture par vengeance. Et je n'en aurais même pas entendu parler si ma tante ne m'avait pas appelé pour dire « Eh, je ne sais pas ce qui se passe, mais ta mère raconte des choses folles. » C'était le moment où l'histoire a cessé d'être la mienne seule. D'autres personnes ont commencé à prêter attention, et tout le monde n'était pas de son côté. Je ne m'attendais pas à ce que quelqu'un me défende. Honnêtement, je pensais que ça se passerait comme toujours. Maman jouant la victime, tout le monde hochant la tête. Moi étant la difficile qui fait des scènes. Mais quelque chose a changé cette fois. Ça a commencé avec ma tante Carole. Elle a appelé un soir pendant que je faisais la vaisselle. Elle n'a même pas demandé comment j'allais. Elle a sauté directement dedans. Alors, ta mère dit que tu as hurlé sur ton père et volé leur voiture. C'est vrai? J'ai ri. Je n'ai pas pu m'en empêcher. Je lui ai raconté ce qui s'était réellement passé. Pas de drame, juste les faits. L'attente, le commentaire, l'enveloppe. J'ai tout étalé comme si je témoignais au tribunal. Il y a eu une longue pause à l'autre bout. Puis elle a dit, tu sais quoi? Bien. Il était temps que quelqu'un les remette à leur place. C'était inattendu. Puis elle m'a dit quelque chose que je n'avais pas vu venir. Elle a dit que ma mère racontait aux gens que j'étais émotionnellement instable depuis des années. Qu'elle s'inquiétait de ma capacité à être mère. Que j'étais trop sensible et explosive et que c'est pour ça qu'ils devaient me gérer avec précaution. Tout ce temps, je pensais qu'ils étaient juste dédaigneux, mais ils me sapaient activement dans mon dos auprès de notre famille. Et ça ne s'est pas arrêté là. Mon cousin Marc m'a envoyé un message le lendemain, a dit qu'il avait entendu ce qui s'était vraiment passé par Carole. Il m'a dit qu'ils avaient invité mes parents pour un barbecue et les avaient confrontés. Carrément dénoncés devant tout le monde. Apparemment, mon père a été si déstabilisé qu'il est parti sans finir sa bière. Et c'est là que les représailles ont commencé. Ma mère m'a envoyé un message d'un énième numéro. Elle a dit que je montais les gens contre eux, que j'avais empoisonné la famille, et que si je n'arrêtais pas, elle n'aurait pas d'autre choix que de se protéger. Je n'ai pas répondu. 2 jours plus tard, elle a posté un long statut Facebook public, tout sur les filles narcissiques qui punissent leurs parents vieillissants et comment certaines personnes sont juste brisées au-delà de toute réparation. Pas de nom, bien sûr, mais ce n'était pas subtil. C'était le plus d'attention qu'elle avait eu sur un post depuis des années. Puis le vrai rebondissement est arrivé. Mon oncle, son propre frère, a commenté sous le post. Ou peut-être que certains parents ont besoin de se regarder longuement dans le miroir avant de jouer les martyrs. Le commentaire a eu 30 likes. Son post n'en avait même pas eu autant au total. À la fin de la semaine, elle l'a supprimé. Je pouvais sentir l'élan changer. Les gens se réveillaient à ce avec quoi j'avais vécu pendant des années, les mensonges, la manipulation, la façon dont mes parents avaient toujours contrôlé le récit. Et j'ai réalisé quelque chose. Je ne faisais pas que les couper. Je réclamais enfin la vérité à voix haute en public. Et je n'avais pas encore fini. Après ce post et les retombées, les choses sont devenues calmes pendant quelques jours. Je pense qu'ils croyaient que le silence me ferait peur, que je paniquerais sans le chaos, ou peut-être que je reviendrais en rampant s'ils attendaient juste assez longtemps. Ils ne comprenaient pas que le calme était la chose la plus paisible que j'avais ressentie depuis des années. Puis est arrivée la lettre, une vraie, postée dans une enveloppe avec l'écriture de ma mère sur le devant, comme si elle était soudainement la digne. Je l'ai ouverte dans la cuisine pendant que mon fils regardait des dessins animés. Elle faisait 3 pages, divagante, désespérée. Elle écrivait sur la dureté de son enfance, la difficulté de son mariage, à quel point elle était épuisée d'essayer de garder la famille ensemble. Elle disait que je ne comprenais pas la pression qu'elle subissait. Puis elle a changé de ton, l'a retourné au milieu d'une phrase, et a commencé à me blâmer. A dit que j'avais toujours été dramatique, que j'avais un problème avec l'autorité, que je me nourrissais de conflits,
que j'empoisonnais mon fils avec mon amertume, et qu'il grandirait plein de ressentiment et brisé à moins que je ne corrige le tir. Ça finissait par une ligne qui m'a glacé les mains. Tu vas regretter ça quand nous serons partis, Queen. C'était ça. Je suis resté assise là 1 minute à fixer la dernière ligne. Puis j'ai plié la lettre soigneusement, je l'ai remise dans l'enveloppe, et je l'ai glissée dans un tiroir que je n'avais pas ouvert depuis des mois. Un tiroir rempli de vieilles factures, de coupons expirés, et de la dernière carte de fête des mères qu'elle m'avait envoyée, celle avec un message préécrit et aucune note personnelle. Et cette nuit-là, j'ai pris une autre décision. J'ai appelé le service des immatriculations le lendemain matin et j'ai officiellement transféré le titre de la voiture à mon nom. J'ai contacté mon avocat et rédigé un accord formel, annulant le prêt informel à mon frère, avec un échéancier de paiement et des intérêts. J'ai même décoché le nom de mes parents de ma liste de contacts d'urgence au travail et à l'école de mon fils. Puis je leur ai envoyé un mail à tous les deux. Objet, limite formelle à l'avenir. J'ai tout étalé. Plus d'argent. Plus de visites. Plus de contacts sauf si cela concernait mon fils et sa sécurité. Plus de faux semblants. 3 heures plus tard, mon père a répondu par mail une seule phrase. Tu as perdu la tête. Je n'ai pas répondu. Mais ce n'était pas la fin. Ce week-end-là, ma mère s'est présentée à ma porte. Je l'ai vue à travers le Judas, debout là avec un sac de biscuits et ce sourire étrange qu'elle utilisait quand elle jouait pour un public qui n'existait pas. J'ai ouvert la porte de quelques centimètres seulement. Elle a commencé immédiatement, a dit qu'elle ne voulait pas se battre, qu'elle voulait juste parler, que mon père avait dépassé les bornes et qu'elle n'était pas d'accord avec la façon dont tout s'était passé, que son petit-fils lui manquait, qu'elle avait apporté ses biscuits préférés. Mon fils était dans l'autre pièce, mais je pouvais sentir qu'elle essayait de l'utiliser comme une corde pour se hisser à l'intérieur. Je lui ai dit qu'on ne faisait plus ça, que si elle ne pouvait pas prendre ses responsabilités, alors nous n'avions plus rien à nous dire. Elle a supplié pour la fierté, a dit que je ruinais la famille. J'ai fermé la porte. Elle est restée là 1 autre minute avant de s'éloigner. Et à partir de ce moment, j'ai su qu'il n'y aurait pas de retour en arrière. Je pensais que c'était fini. La porte finale fermée, la limite tracée si fort qu'elle laissait une marque. Mais les choses n'avaient pas encore vraiment touché le fond. Pas jusqu'à l'appel téléphonique de tante Carole, la même qui m'avait défendu en premier. Elle a dit, « Queen, tu dois savoir quelque chose. » Et elle ne semblait pas en colère, pas triste, juste tendue. Il s'avère que ma mère avait commencé à répandre quelque chose de plus gros que les histoires de culpabilisation habituelles. Elle a dit à l'une de mes cousines que je faisais l'objet d'une enquête des services de protection de l'enfance, CPS, que quelqu'un m'avait signalé pour avoir hurlé sur mon fils en public, qu'il semblait avoir peur de moi, que j'étais instable. C'était un mensonge vicieux et pur. Mais elle l'a dit à la mauvaise personne. Ma cousine Rachel travaille dans le district scolaire. Elle connaît le protocole. Elle sait comment ces choses sont documentées, et elle n'y a pas cru une seconde. Elle a appelé Carole, et Carole m'a appelé. C'était surréaliste d'entendre ça étaler comme ça. Ma mère avait transformé mon fils en arme. Elle ne pouvait plus mettre la main sur l'argent ou la voiture ou le contrôle sur moi. Alors, elle s'en est prise à la seule chose qui pouvait me blesser le plus. La seule chose pour laquelle elle savait que je vivais et respirais. C'était le moment où quelque chose s'est durci en moi. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas paniqué. Je suis devenu stratégique. J'ai envoyé un mail à Rachel, les remercier de m'avoir prévenu, et lui ai demandé d'écrire tout ce qu'elle avait entendu, nom, date, ce qui a été dit, à qui cela a été dit. Elle l'a fait, et vite. Puis j'ai rappelé mon avocat. Nous avons rédigé une mise en demeure harcèlement, diffamation, tentative d'ingérence dans les droits de garde. C'était blindé, brutal, et livré directement à la porte de mes parents par courrier recommandé. Mais c'est là que ça a tourné. Au moment où la lettre est arrivée, tout est devenu silencieux. Pas d'appel, pas de texto, rien. Comme si quelqu'un avait enfin mis du ruban adhésif sur le chaos jusqu'à ce que tante Carole appelle à nouveau, en riant. Elle a dit, « Tu ne vas pas croire ce qui vient de se passer. » Il s'avère que la lettre les a assez effrayés pour qu'ils commencent à s'agiter. Et un par un, les parents ont commencé à se présenter à leur porte pas pour les soutenir, mais pour rendre l'appareil. Oncle Rob a sorti la tondeuse familiale de leur hangar. A dit qu'il l'avait seulement prêtée, jamais donnée. La cousine Rachel, qui les aidait avec les courses en parallèle,
a annulé leur compte de livraison partagé. La femme de mon frère m'a dit que ma mère l'avait appelé en pleurant parce que quelqu'un avait annulé leur identifiant Netflix. Et puis est venue la goutte d'eau, l'église. Ils racontaient aux gens de leur petite église de ville que j'étais éloigné parce que je m'étais détourné de Dieu et que je choisissais un mode de vie égoïste. Mais apparemment, quelqu'un là-bas avait aussi entendu le mensonge sur les services sociaux. Et quand ils ont posé des questions autour d'eux, ils ont découvert que rien de tout cela n'était vrai. La nouvelle s'est répandue vite. Mes parents ont cessé de se présenter au service. Mon père a prétendu qu'il était malade. Ma mère a dit à quelqu'un que c'était trop émotionnel. Mais je savais ce que c'était. Ils ne me perdaient pas seulement moi. Ils perdaient l'image qu'ils avaient construite. Et pour la première fois de ma vie, je ne faisais pas que leur survivre. J'étais libre. Et j'en étais enfin heureux sans excuse. Ça fait 2 mois. Et honnêtement, si vous m'aviez dit à l'époque comment je me sentirais maintenant, je ne vous aurais pas cru. Ma maison est plus calme, plus propre. Mon fils rit plus, dort mieux. Je ne réalisais pas combien de tensions nous portions, combien d'énergie je dépensais à me préparer pour la prochaine culpabilisation, la prochaine manipulation, le prochain commentaire de travers destiné à me rappeler ma place. Nous avons construit de nouvelles routines, crêpes le samedi, randonnée le dimanche, soirée cinéma en semaine sans téléphone, sans drame. Il m'a demandé l'autre jour si grand-mère était toujours fâchée. Je lui ai dit qu'on ne s'inquiétait plus de la colère des autres. Il a hoché la tête comme si ça avait du sens. Quant à mes parents, ils vivent dans leur propre retombée. La voiture est partie. L'argent est parti. Et d'après ce que j'ai entendu, même les amis auprès de qui ils avaient l'habitude de se vanter se sont éloignés. Il s'avère que les gens remarquent quand vos histoires ne collent pas. Ils restent dans leur coin maintenant. Mon frère les voit toujours, mais c'est plus froid. Il ne me demande plus de faire la paix. Je pense que même lui commence à comprendre la différence entre famille et obligation. Ma tante Carole m'envoie un texto chaque semaine juste pour prendre des nouvelles. Ma cousine Rachel nous a invités à un barbecue le week-end dernier, et je suis venu sans avoir à m'inquiéter que quelqu'un parle dans mon dos. La meilleure partie ? Il ne me manque pas. La performance ne me manque pas, le calcul constant, le fait de me remettre en question chaque fois que je disais non ou que je ne leur donnais pas immédiatement ce qu'ils voulaient. J'ai appris que la paix ne vient pas du fait de réparer les gens brisés. Elle vient du choix de ne pas les laisser continuer à vous briser. Et maintenant, nous vivons librement, calmement, plus fort.